Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de La Maison de Nina, un lieu fascinant qui allie charme et histoire. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'origine de cette maison, de son architecture unique et des histoires qui l'entourent. Je partagerai également quelques anecdotes personnelles et des conseils pour ceux qui souhaitent la visiter. Restez avec moi pour plonger dans cet univers captivant. TFM Distribution. Date de sortie, 12 octobre 2005. Site officiel. La liste de Nina. Fondée dans l'urgence de l'après-guerre, les maisons d'enfants ont accueilli des milliers d'orphelins en tout point d'une France fraîchement libérée. L'une d'entre elles est tenue par Nina, une femme forte qui régit l'établissement avec rigueur. Mais tout bascule le jour où celle-ci doit accueillir de jeunes survivants du camp d'extermination de Buchenwald. Décidée à leur redonner goût de vivre, Nina se confrontera aux gigantesques barrières psychologiques qu'ont érigées ces enfants ayant vécu l'horreur. TFM Distribution. À en regarder les premières images, on se demande bien ce que l'on pourrait trouver de vraiment attrayant à ce film. Des enfants un peu déboussolés, un orphelinat, et déjà voit-on débouler la description d'enfance doucereuse malgré l'absence parentale. Un style qui surfait discrètement sur la vague des choristes. Mais très vite, le récit dévoilait ses atouts et instaure sa différence. Et elle est de taille. Car c'est au sein d'une des pages les moins connues de l'histoire de la France d'après-guerre que le réalisateur et scénariste Richard Dembo a choisi de développer son scénario. Boudé par les médias de masse qui se cantonnent à parler de leurs haines à travers la énième rediffusion de Nuit et brouillard, le traitement réservé aux jeunes orphelins de retour des camps de la mort ne semble vraisemblablement jamais avoir été dévoilé au grand public. Et tout s'explique tant on découvre au fil du récit les facettes peu glorieuses que recèle cette époque finalement méconnue. Prenant racine dans une libération qui s'élargit à la totalité du territoire français et empiète déjà sur les terres de la dictature allemande, le scénario ne semble pouvoir être que tir vers l'amélioration, plus de vie, plus de liberté, plus de confort. Et pourtant, c'est aussi l'époque où l'on découvre les images de la libération des camps. Et Nina en sera d'ailleurs l'une des premières spectatrices, ces dernières lui étant projetées par un officier américain, lui annonçant par la même occasion qu'elle devra s'occuper d'un bon nombre des enfants retrouvés au camp de Buchenwald. La tension est dès lors palpable puisqu'en plus des difficultés déjà présentes, manque de nourriture principalement, il se pourrait que le pire reste à venir. Et ainsi, dans une première partie vivons dans l'ambivalence d'une joie de la guerre qui se termine et d'une lourde responsabilité future à endosser. Le long travelling présentant l'arrivée en gare des orphelins en est d'ailleurs l'exemple car il est accompagné d'un sous-titre qui nous informe de la création bienvenue de l'ONU. Mais, mal introduite, cette séquence qui se devait charger d'émotions tombe un peu comme un pave dans la mare. Certes, l'idée d'indiquer par des sous-titres les différents événements qui constituent la fin de la guerre sur des scènes de vie quotidienne n'était pas une mauvaise idée, quoiqu'un peu facile. Mais l'appliquer à cette séquence paraît inapproprié, car ce qui se déroule à l'écran est aussi un événement historique. Quoique, les choses sérieuses commencent finalement après, à l'arrivée à l'orphelinat, où les premiers rapports tournent au conflit. Les plus absurdes, motivés par des différences de langue et de pratiques religieuses. Et c'est ce que devra gérer Nina, car n'oublions pas que le centre du film se porte surtout sur ce personnage. Femme d'une rare sincérité, interprétée par une Agnès Jaoui remarquable qui a troqué ses habituels rôles de jeune demoiselle pour celui de mère, entre deux edges, cette personne atypique relève d'une fonction ambivalente. En effet, d'une part Dembo a clairement orienté sa mise en scène afin que le spectateur s'identifie à elle, notamment parce qu'à côté des orphelins, Nina est la personne la plus normale. Mais de cet habile postulat, elle se révélait également exceptionnelle au fil du film de par son appréhension des situations complexes. Même si parfois elle est dépassée par les événements, ce qui la rend d'autant plus humaine. Permettant tant une approche externe du problème qu'un questionnement interne au spectateur, dû à l'identification, on se demande. En effet, plus d'une fois comment nous-mêmes aurions traité les différents problèmes, le personnage de Nina évitait l'avalanche superficielle de pathos sans pour autant bercer dans l'austérité purement descriptive.
Ainsi, malgré une action assez statique, elle se déroule principalement à l'orphelinat, une réalisation qui n'a rien de transcendant. Un jeu des jeunes acteurs parfois proche de la récitation et une narration qui arbore plus les traits d'une chronique comprenant presque autant de petites histoires que de personnages, la maison de Nina intéressait largement tout au long de ces 2 heures. De plus, le scénario nous tient en haleine par une évolution lente mais réaliste des personnages, et le spectateur résistera difficilement à se prendre au jeu du « mais comment ça va se finir ?» Ces évolutions trahissent finalement l'ambition de Dembo, il ne s'agit pas là d'un film historique fige, mais bien d'une histoire universelle qui interroge sur les capacités de l'esprit humain à retrouver goût à la vie après un traumatisme. Certes, ce n'est pas la première fois que la question est traitée, mais le contexte inhabituel du récit ne peut laisser indifférent. En tout cas, on se retrouve finalement bien loin des choristes, si ce n'est qu'on souhaite à la maison de Nina d'avoir la même carrière commerciale. Olivier Blondeau envoyait un message aux rédacteurs Richard Debuine et Agnès Jaoui, Patrice Lecomte, votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, la maison de Nina représente bien plus qu'un simple lieu. C'est un espace où la créativité, la passion et l'authenticité se rencontrent. Que ce soit à travers ses produits uniques ou son ambiance chaleureuse, cette maison incarne l'esprit d'une communauté vibrante et engagée. Nous espérons que cette exploration vous a inspiré à découvrir et à soutenir des initiatives locales comme celle-ci. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt pour de nouvelles aventures.